Bonsoir à tous. Bonsoir. Après ces 3 discours inspirants, nous allons nous lancer sur un sujet audacieux, l'avenir du coaching agile. Donc nous avons 45 minutes pour traiter cette question. Alors évidemment, on ne fera pas le tour de la question, mais on va quand même prendre le temps d'écouter nos 4 intervenants. Et ils ont comme point commun et une expérience reconnue et justement une vision qui leur est propre, une vision singulière du métier de coach agile et parfois coach professionnel. Donc comme nous n'avons pas beaucoup de temps, je vais leur laisser tout simplement la parole. Je vais les accueillir, les présenter évidemment. Donc nous avons le plus loin de moi, mais non le moins important, Jean-Claude Grosjean. Il est coach agile et auteur des livres, je lis mes petites notes, Culture agile et Révolution RH agile. C'est bien ça ? C'est bien ça. Bonjour à tous. Bienvenue. Nous avons ensuite Arnaud Chivard. Il dirige la transformation agile d'Airbus Defence and Space. Et dans cette optique, il a recruté toute une équipe de coachs agiles internes. Exact. Bonsoir. Bonsoir. Ensuite, j'ai le plaisir d'introduire Anne-Sophie Girolemo. Elle est coach professionnelle et coach agile. Et elle est agile à l'échelle, attention, chez Publicis. Elle est spécialisée et formatrice en SAFe. C'est ça, merci. Bonjour à tous. Et enfin, Christophe Kéromen. Il est à la fois coach indépendant et superviseur des acteurs du changement. Il nous expliquera ce que c'est, évidemment, pendant cette conférence. Bonsoir tout le monde. Voilà, alors vous voyez, il y a une diversité d'interlocuteurs. Le but, c'est justement d'apporter différents points de vue sur ce qu'est être coach agile aujourd'hui et ce que ça peut devenir. Cette diversité, c'est ça qui apporte la valeur de la table ronde et elle est aussi présente parmi vous, dans la salle ou en ligne. Et on compte sur vous pour les questions. Vous savez, ces éternelles questions où on vous demande de prendre un risque et de lever la main. Alors j'espère que vous avez été bien boostés par les présentations de tout à l'heure et entendre vos voix. Nous prendrons des questions tout au long de la table ronde, puis 2 ou 3 questions à la fin. Mais n'hésitez pas, si vous avez envie de réagir, si vous avez envie de rebondir sur un propos, ne pas attendre la fin pour vous exprimer. On est à votre écoute et nous avons Farida Melouk, que vous connaissez désormais, qui est juste là, qui prendra la peine de remonter les questions en ligne, notamment si vous êtes derrière votre écran. Donc ce n'est pas parce que vous êtes caché derrière votre écran qu'on ne peut pas vous entendre. N'hésitez pas à envoyer vos questions. Alors je rappelle, même si vous le connaissez déjà maintenant, le hashtag Agile en scène, donc c'est hashtag AES21. Pareil, si vous voulez commenter la conférence, poser des questions par Twitter, c'est également possible. Voilà, vous avez tous les éléments. Pour vous donner un petit peu le programme, le menu de la table ronde, on va prendre 3 temps en fait. Le premier, avant de partir de parler de l'avenir, on va partir aujourd'hui et on se pose la question, selon vous, qu'est-ce que le coaching agile ? Finalement, ce n'est pas une question si simple que ça. Donc pareil, on va vous offrir des visions différentes et complémentaires. Ensuite, on va parler des difficultés sur le marché. Je ne sais pas si vous y avez été vous-même confronté, mais on a vu que ces derniers mois, ce n'était pas toujours évident d'exister en tant que coach agile. Donc on va faire un petit point là-dessus. Et puis on va terminer évidemment sur la question du jour. Et demain, comment on peut œuvrer pour le métier, pour la reconnaissance du métier, individuellement et collectivement. Donc vous voyez, c'est un programme qui se veut à la fois simple, mais aussi complet. Et nous allons l'aborder tous les 5 ensemble et avec vous, puisque je compte sur vous pour les questions. Et moi, je vais commencer en mettant les pieds dans le plat, parce qu'on a un petit peu échangé avec les intervenants en amont. Et j'ai retenu un terme qui est revenu dans nos discussions, qui était aujourd'hui le coaching agile, c'est un peu le Far West. Alors moi je suis journaliste, d'ailleurs je ne me suis pas présentée, je m'appelle Morgane Remy, je suis journaliste et animatrice de cette table ronde. Et moi j'aime bien ces phrases un peu choc parce que je me dis que voilà, on n'est pas dans la langue de bois et on aborde le sujet de front. Et pour ne rien vous cacher, c'est Anne-Sophie qui m'a dit ça. Et donc je la jette un peu directement en pâture en début de cette table ronde. Pourquoi ?
Tu Déjà, l'as ça dit que devait c'était un peu rester le Far entre West. nous, donc je te remercie pour commencer. Ouais, pourquoi le Far West? Peut-être pour deux axes. Le premier, parce que c'est vrai que dans le langage, on va dire populaire, quand on parle de Far West, il y a ce côté, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de standard. Demain, n'importe qui peut mettre sur son LinkedIn coach agile. Donc c'est en ça, premier axe, que j'ai employé le terme. C'est aujourd'hui un petit peu le Far West. Et puis, il y a aussi le côté, quand on revient un peu à ce qu'était le Far West, la conquête des territoires, la ruée vers l'or. Il y a un peu ça parmi les agilistes et dans l'agilité, cette volonté, je dirais, civilisatrice, un petit peu de conquête des territoires, avec derrière cette volonté chevillée au corps, et Christophe en parle quand il parle des Jedi, d'être porteur d'une certaine forme de vérité, une envie de transmettre une forme de vérité. Donc pour moi, l'agilité aujourd'hui, il y a ces deux axes-là, et c'est pour ça que j'ai employé du coup ce terme. Super. Eh ben, en plus, tu m'as fait la transition, puisque je voulais donner la parole à Christophe juste derrière. Christophe, en tant que formateur, toi, tu vois beaucoup de professionnels avec l'étiquette coach agile. Est-ce que cette étiquette est toujours utilisée à juste escient, à bon escient? Alors, je vais exprimer mon opinion. Déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle du présent et on utilise le même terme qu'on utilisait il y a 10 ans ou 15 ans, je ne sais pas. Jean-Claude, quand est-ce qu'on a commencé avec nos cheveux gris il y a 15 ans? Et est-ce qu'on parle de la même chose? Je ne crois pas. Coach, déjà, ça a évolué. Agile, ça a encore plus évolué. Du tabouret à l'échelle, enfin voilà, il y a plein de transformations. Et la réunion des deux, c'est encore plus effectivement un continent à explorer. Moi, j'irais plus les conquistadors que peut-être que le Far West. Il y a une espèce de terrain incognita. Donc non, je ne sais pas trop ce que c'est en fait. Je crois que c'est à définir. Et plus en tant que superviseur qu'en tant que formateur, parce que formateur, tu vas amener justement plutôt des réponses. Tu vas amener en disant voilà, vous allez faire ça, par exemple, vous allez avoir telle compétence, etc. Mais plutôt en tant que superviseur, les personnes avec qui je travaille, souvent leurs problèmes trouvent une source dans la question de l'identité. Qu'est-ce que c'est pour moi être coach agile aujourd'hui et demain? Parce que déjà, pour les gens qui exerçaient, c'est une mutation, parce qu'ils sentent que le marché évolue, et comment je suis par rapport à ça. Donc il y a qui je suis moi en tant que coach agile, qui je pense être, et comment les autres me voient, comment le marché me voit, etc. Donc tout est mouvant, tout est en définition. Pour autant, c'est un titre qui existe. Et Jean-Claude, vous l'avez, ce titre de coach agile d'entreprise. Donc pour vous, c'est quoi ce titre, justement? Alors, au-delà du titre, effectivement, c'est un métier neuf. Donc tu as raison, Christophe, il y a une véritable évolution. Au départ, c'était plus un rôle d'accompagnant il y a une dizaine, une quinzaine d'années. Et ça s'est davantage professionnalisé. Donc là, on est effectivement davantage sur un métier. En revanche, c'est un métier qui se construit. C'est un métier neuf. Pour moi, il est clair dans les contours. C'est-à-dire que voilà, mon métier, ça consiste à accompagner une organisation, une équipe ou une personne pour une durée déterminée sur son chemin vers l'agilité. Donc, pour moi, ça reste assez clair. Maintenant, effectivement, dans le regard des autres, dans le regard de nos clients, dans le regard des DSI, dans le regard des RH, puisqu'effectivement, il peut y avoir une ambiguïté sur ce qu'est l'agilité et une ambiguïté sur le rôle de coach, on peut avoir certaines zones de flou, mais qui sont éclaircies. De mon point de vue, il n'y a pas forcément de flou. Mon métier, je l'exerce depuis 10-15 ans, donc c'est OK. Maintenant, pour certains, effectivement, on peut avoir un petit peu de flou. En revanche, les contours restent, de mon point de vue, restent à travailler. Le socle est là, ça tourne autour de connaissances, d'expertise en agilité, incarner la culture agile au quotidien dans les contextes d'entreprise. Je pense qu'on est au clair sur la conjugaison de postures. Tu parlais du coaching, de la facilitation, du mentorat, du conseil. Et c'est en cela où finalement c'est un nouveau métier. Parce que finalement, on nous demande maintenant de ne plus être simplement coach, pas simplement facilitateur. On nous demande de conjuguer tout ça avec une connaissance multiple de tous les contextes d'agilité. Et puis effectivement, cette incarnation forte de ce qu'est la culture agile. Et après, alors c'est là où on pourra faire la transition vers l'avenir du métier. Je pense qu'on a aussi 3 domaines de spécialité dans lesquels finalement, chacun peut se retrouver. De la tech, du produit, du change, qui font derrière l'essence même du métier et de notre pratique au quotidien. Donc flou, oui. Après, je pense que ça nécessite d'être professionnalisé. Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que ça nécessite peut-être d'être professionnalisé, de fournir un cadre un peu plus précis. Mais voilà, globalement, c'est un métier, un nouveau métier en évolution. Finalement, ça fait partie du métier de coach que de dire ce que c'est que d'être coach soi-même, si j'entends bien.
C'est nécessaire en tout cas. Ça marche. Je vais focaliser un peu plus sur le terme d'agilité, parce que le terme d'agilité aussi est utilisé à toutes les sauces, surtout depuis la dernière crise. Et on sait que quand c'est utilisé à tort et à travers, parfois le mot perd du sens. Et Arnaud Chivard, on en avait parlé aussi en entretien en amont. J'avais beaucoup apprécié cet échange. Vous disiez que le terme d'agilité, même chez les candidats que vous recrutez dans votre équipe interne, c'est pas toujours évident. Vous aviez une méthode pour jauger, on va dire, le candidat sur ce terme-là. Oui, effectivement. Donc j'ai la chance d'avoir mis en place une équipe de 13 coachs agiles internes chez Airbus Defence and Space. Et donc recruter les coachs agiles, ça se fait pas facilement, ça pousse pas dans les arbres. Et donc quand j'ai un candidat face à moi qui postule pour venir coach agile chez moi, souvent je lui pose des questions sur son mindset, sur ce qu'il entend par l'agilité. Alors beaucoup sont capables de réciter la page Wikipédia, les frameworks, etc. Et souvent je me mets dans la posture, on fait un jeu de rôle, et je me mets dans la posture d'un manager qui ne veut pas aller à l'agilité, et je lui dis vas-y, convainc-moi. Et donc souvent ça met en reflet les coachs qui sont là pour convaincre, vendre, de ceux qui sont là pour écouter. Et ce que j'attends en retour, c'est que le coach n'essaye pas de me convaincre, mais qu'il me pose une question. C'est quoi ton problème? Quels sont vos pain points aujourd'hui? Une autre question piège, alors tous les candidats qui sont potentiellement en ligne vont savoir. Une autre question piège, c'est de leur demander de 1 à 5, à combien évalueriez-vous votre agilité? Ceux qui me répondent 4 ou 5, c'est qu'ils ne sont pas agiles. Parce que même moi, je ne m'estime pas connaissant plus qu'au niveau 3. Quand on s'estime tout connaître sur l'agilité, c'est qu'on n'a rien compris à l'agilité. Voilà. En tout cas, si vos candidats vous écoutent sur Agile en scène, c'est qu'ils préparent bien l'entretien, donc tout va bien. Alors voilà, on a fait comme ça, on a brossé un petit peu le portrait du coaching agile. C'est imparfait évidemment, mais comme on a vu, c'est porté par chacun et c'est aussi justement l'avenir du métier, c'est aussi de le définir au jour le jour. Donc si vous avez des questions déjà sur cette définition qui n'est pas académique, n'hésitez pas. Farida, merci. Est-ce que quelqu'un veut... Non? Pour vous, c'est clair? Vous êtes tous niveau 5 en agilité? Bon. En même temps, ils recrutent à Toulouse, on est à Paris. Jusque-là, tout va bien. On a une question de Alfred Almendra, et certainement pour Anne-Sophie. Coach agile vs porteur de vérité, ça ressemble à un oxymore, non? Je vais pas... C'est ouvert? Ouais. Je ne vais pas forcément contredire la personne. Je crois qu'encore une fois, il y a autant de coachs agiles que d'individus. Il y a des gens qui, en effet, ont une posture dogmatique. On y reviendra. Je pense que ça a aussi eu des répercussions sur une certaine forme de défiance que ça a pu générer, légitimement, pour certains clients. Mais il y a aussi une majorité de gens, coachs agiles, qui juste ont des croyances, et tant mieux, puisqu'on est tous animés de croyances et qui veulent faire le mieux. Donc, en l'occurrence, coach agile, porteur de vérité, oui, je pense que c'est aussi un métier de passion. Si on ne croit pas ce qu'on fait au quotidien, personnellement, je pense qu'on a du mal à se lever le matin. Très bien, une question dans la salle. Une deuxième question, celle-ci, je vais la poser à Arnaud. En entreprise, quel ratio coach agile / personne à coacher? Alors, pas assez. Aujourd'hui, j'ai 13 coachs agiles pour 40 000 personnes sur plusieurs pays. Mais je continue de recruter, pas seulement à Toulouse, aussi en Allemagne, en Espagne et en Angleterre. C'est pas évident de mettre en place cette offre de coaching interne parce qu'évidemment, on est une taxe pour l'entreprise. On n'a pas de business case positif sur la mise en place de coach agile. Et donc pour l'instant, le ratio, il est de toute façon pas suffisant. Et en tant que product owner ou service owner de l'équipe, je passe 80% de mon temps à dire non. Et donc on essaye de ne pas trop faire de pub sur nous pour éviter d'avoir à plus dire non à plus de personnes. C'est une question à laquelle j'ai été confronté dans plusieurs missions. Donc ça peut être aussi justement, et c'est là qu'on peut revenir sur qu'est-ce que c'est que le coach agile. C'est-à-dire que si implicitement on dit un coach agile, c'est quelqu'un qui accompagne des équipes, effectivement on a ce problème-là. Si on prend le problème autrement et qu'on dit par exemple,
Je pense à ta conférence tout à l'heure, qui a fait une très belle conférence en disant on doit d'abord se fixer un objectif, qu'est-ce qu'on veut faire avec l'agilité, et qu'on travaille ça avec les managers. On a un pouvoir de démultiplication qui est complètement différent. Et on peut même avoir un seul coach agile pour le dirigeant, PDG, et puis peut-être qu'il se passera des choses, et on n'en a besoin que d'un. Donc c'est aussi savoir mettre son effort au bon endroit. Si on veut effectivement coacher 10 000 personnes, il faut 10 000 coachs. Merci beaucoup. Je vous propose de passer à la suite, un peu moins réjouissante, la crise. Alors, est-ce qu'on peut parler de crise ? On va y revenir. Hein. C'est un mot un peu journalistique pour appâter le chaland. En tout cas, moi, ce que j'ai relevé sur cette thématique, c'est qu'il y avait une question, si ce n'est une problématique, sur les tarifs journaliers. A priori, il y aurait parfois une sorte de concurrence qui jouerait, une demande parfois de tirer les prix vers le bas. Donc là, je me tourne vers les coachs indépendants. Est-ce que vous l'avez observé pour vous-même et est-ce que vous l'avez observé pour des coachs que vous accompagnez par ailleurs ? Là, je vous laisse vous jeter quand vous souhaitez. Bon, après, pour être totalement transparent, moi de mon côté, non, j'ai pas baissé mes tarifs depuis 2 ans, 3 ans, enfin, par rapport à la crise, donc ça c'est une certitude. En revanche, oui, côté marché, j'ai senti que le marché était plus tendu, ça c'est une réalité. Les 2 dernières années, plus de tension, avec une volonté pour certains, mais encore une fois pas pour tous, de descendre les tarifs. Alors je ne saurais pas forcément l'expliquer. Moi, je suis généralement en direct avec le client final, donc avec le client final, je n'ai pas cette question de baisse des tarifs. En revanche, dès que vous passez par des intermédiaires, on a potentiellement un risque de baisse. Après, je ne sais pas comment l'expliquer. Si certains veulent se faire plus de marge d'un côté ou d'un autre, il y a peut-être moins de missions aussi. C'est-à-dire que aussi, les entreprises étaient confrontées à d'autres réalités, d'autres priorités. Donc l'accompagnement en agilité n'était pas forcément le truc immédiat qu'ils allaient chercher à faire. Donc moins de missions, peut-être plus de coachs, plus de concurrence. En revanche, peut-être une baisse des tarifs, mais pas systématique de mon point de vue. Oui, il y a de la marge pour maintenir sa valeur ajoutée et la défendre en tout cas. Oui, on en avait parlé dans la préparation, on peut faire des parallèles. On peut faire un parallèle avec l'évolution du métier du coaching. Et par exemple, une des plaies aujourd'hui du métier du coaching, c'est les plateformes, à la fois en termes de qualité et en termes de revenus. On voit qu'on a un petit peu quand même ça qui se dessine aussi pour le coaching agile. Donc effectivement, il y a des grosses différences. Du coup, est-ce qu'on passe par des intermédiaires ou est-ce qu'on passe en direct ? Et tout le monde ne passe pas en direct. Donc il y a certainement des choses aussi à travailler au niveau communauté là-dessus. Pour être beaucoup d'indépendants, donc comment on fait pour être plus fort ensemble ? Et puis on peut faire aussi un parallèle avec le code, avec les développeurs, où on a vu que le passage aussi pour les indépendants, quand ils passaient, des fois, ça m'est arrivé, j'étais indépendant développeur il y a des années, je passais des fois avec 3 casquettes différentes, au final il ne reste pas grand-chose. Donc c'est comment est-ce qu'on peut travailler aussi structurellement pour ne pas engraisser les intermédiaires et pouvoir vivre et développer son activité sereinement et judicieusement, parce qu'on a tous à gagner, les entreprises et les consultants là-dessus. Moi, j'ai pas grand-chose à ajouter là-dessus, parce qu'en plus, je suis un peu hybride au sens où je suis salarié à la fois de Publicis Sapient et en même temps coach pro avec mon entreprise. Sur la partie Publicis Sapient, on est sur des gros programmes de transformation d'EBT là-dessus. Les clients sont toujours prêts à payer en fait le prix des personnes parce que j'imagine qu'on fait du bon travail. Et sur la partie coaching pro, c'est un petit peu plus tendu, mais là, c'est vraiment de l'humain, parce que c'est vraiment de l'accompagnement individuel. Et donc là, c'est un match qui se fait avec le client. Donc moi, personnellement, je n'ai pas encore souffert d'une baisse de tarifs. Maintenant, ce serait mentir que de dire qu'autour de moi, des amis que je fréquente n'ont pas eu à baisser leurs tarifs en tant qu'indep. Donc oui, moi, je l'ai constaté, mais pas pour moi, mais pour d'autres. Donc c'est dans l'air du temps, mais on peut s'en tirer quand même, pour résumer. C'est à nous de dire non, encore une fois, si le tarif ne convient pas. Moi, j'ai vu passer effectivement un moment entre deux missions, j'ai vu passer des offres de coaching ou d'accompagnement où on demandait des profils très seniors à un tarif qui était vraiment très très bas. À un moment, il faut juste dire non, quoi. Non, tout simplement. Après, c'est pour pouvoir attendre, certes, mais à un moment, il faut aussi savoir dire non de notre côté, être sûr de ce qu'on fait, de ce qu'on propose et de la valeur qu'on propose aux clients. Par rapport à ça, justement, si on revient à la définition, qu'est-ce que c'est qu'un coach agile ? Si un coach agile, c'est une seule chose, il est difficile d'avoir une diversité, effectivement,
de rémunération. Donc c'est aussi travailler sur cette différenciation entre coaching d'équipe, coaching de dirigeants, coaching d'organisation. Tout ça, ce sont des activités différentes et qui peuvent demander effectivement des compétences et des formations différentes et donc des prix aussi différents. Ça marche. J'ai noté aussi qu'il y avait beaucoup en tout cas de communication sur des équipes de coach internes, d'internalisation du coaching. Alors Arnaud, je me tourne vers toi évidemment. Est-ce que, pour être un peu gras-de-poil, est-ce que les entreprises font ça uniquement pour contrôler les coûts? Alors non, parce que avoir une équipe de coach agile interne, ça coûte des sous. Et comme je le disais, le retour sur investissement, il n'est pas là. Et puis, avoir une équipe de coach interne permanent, ça veut dire qu'on est là ad vitam aeternam. Donc, je pense que le secret, il est dans le bon mix. Alors, c'est vrai qu'avec la crise, le premier réflexe des industriels dont nous faisons partie a été de supprimer les frais faciles à supprimer, donc notamment les consultants et les sociétés externes. Sur lesquels, la plupart du temps, c'était des Scrum Masters, c'était des gens qui étaient en rôle dans les équipes. Et donc, nous, on a vu ça comme une opportunité de pousser nos équipes internes à dire, mais au lieu d'aller chercher des Scrum Masters en externe, formons-en. Hein, identifions des gens qui ont le potentiel pour devenir Scrum Master. Et grâce au coach agile, puisqu'on n'a pas le droit d'aller vers la sous-traitance, allons mettre en place notre pool et accélérer le pool de Scrum Master. Et donc, c'est vrai que ça a posé la question du positionnement des coachs agiles externes versus les coachs agiles internes. Mais pour vous, ça a été plutôt une opportunité pour votre mission de créer cette équipe et de la faire reconnaître. Alors, ça a été une opportunité parce qu'on est des agilistes et donc résolument optimistes. Mais non, on a vraiment souffert parce que quand du jour au lendemain, ou d'une semaine sur l'autre, on va dire, sur la plupart des pays, les contrats de sous-traitance sont arrêtés et que 80% des Scrum Masters s'en vont, ça met un gros coup de frein à l'agilité. Et donc, c'est un bon test pour vérifier la résilience et le sérieux de notre transformation agile. On a répondu positivement à ce test, mais ça aurait pu tout à fait mal se passer. Et est-ce à dire que vous souhaitez vous passer de coach externe désormais? Alors, jamais. Non seulement parce que je suis entouré de coachs externes et qu'il est assez grand et costaud, aussi parce que je pense que ça peut conduire à une forme de nécrose intellectuelle, d'avoir une espèce d'entre-soi avec que des coachs herbusiens qui vont coacher des herbusiens. Nous, on fait des produits qui sont effectivement très spécifiques, hein, des satellites, des avions de chasse et de l'intelligence, du renseignement. Donc c'est vrai que on est un peu, moi-même je suis un peu picky. Je cherche un profil particulier quand je recrute des coachs externes. Et donc il faut que les coachs externes qui viennent apportent une valeur ajoutée. Et donc souvent ça vient par une vue d'autres industries, hein, l'automotive. Mais si c'est des coachs qui ont fait que de l'informatique, souvent je ne les prends pas parce que faire de l'agile juste dans l'informatique, c'est la partie facile. Faire de l'agile sur un satellite, sur un avion de chasse, voilà, c'est une autre dimension. Ça marche. Pour terminer, Christophe, tu m'as alerté pendant la préparation sur l'aspect humain. Dire c'est bien beau les tarifs journaliers, mais aussi le ressenti des coachs. Et toi, tu supervises, tu accompagnes des coachs. Eux, comment ils l'ont vécu cette période, professionnellement évidemment? Alors, ceux que je connais, ou ceux que j'ai pu avoir en supervision, moi je trouve qu'il y a quand même beaucoup de souffrance et je trouve que c'est croissant. Je trouve qu'il y avait une communauté qui était globalement, dans mon ressenti, plus heureuse, plus confiante il y a quelques années, qui se pose plus de questions aujourd'hui. Avec des gens, on a des gens en burn-out. Bon, après, c'est contagieux. Il y a le burn-out en entreprise. Le coach agile va en entreprise. Eh bien, il est soumis à ça aussi. Donc, et on retrouve justement, et c'est là pour moi le lien avec la supervision, des choses qu'on trouve en coaching. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'écoles de coaching qui parlent de l'hygiène du coach, l'hygiène de l'accompagnement, l'hygiène de toutes ces professions où son outil de travail, c'est soi. Et peut-être que c'est quelque chose, côté de la technique, qui est un petit peu à remonter, c'est-à-dire comment vous, les intervenants d'entreprise, comment les coachs agiles, vous prenez soin de vous, parce que vous êtes
dans des métiers au cœur des tensions. Et donc, comment vous faites pour évacuer ça, pour soigner ça et prendre soin de vous? Oui, puis c'est une question de posture aussi. Pour inspirer, il faut être capable soi-même d'être bien dans ses bottes, quoi. C'est mieux, ça aide. Anne-Sophie, je vois que tu acquiesçais. Tu veux réagir? Je suis totalement en phase. Ouais. Je pense qu'en effet, l'aspect supervision est essentiel et c'est notamment une des choses qui manque aujourd'hui au métier de coach agile. Nous, en tant que coach professionnel, et quand on est spécialisé comme moi en analyse transactionnelle, on est obligé quelque part de faire de la supervision avec quelqu'un qui est une référence, quelqu'un au-dessus. C'est structurant et c'est essentiel. Et aujourd'hui, ça n'existe pas de manière codifiée dans le coaching agile. Alors, il faut saluer l'initiative de Christophe qui a lancé ça, et je trouve que c'est une très bonne chose, mais de manière générale, ce serait bien que ce soit quelque chose de fortement incité à faire, parce que ça me semble une absolue nécessité pour préserver les individus, en fait. Ça marche, ça me fait une transition parfaite vers la partie suivante, qui est justement l'avenir, poser les jalons de l'avenir. La supervision est une piste qu'on abordera. Juste, je voulais faire un petit break avec vous. Comme vous le voyez, j'aime bien prendre un peu le pouls et de la salle et des personnes en ligne. Est-ce que vous avez aussi des réactions par rapport à cette partie-là? Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques minutes, vous avez eu un talk sur prendre des risques. Est-ce que quelqu'un est prêt à prendre la parole en public? Bravo. Merci surtout. Bonjour. Je ne sais pas si je vais bien le formuler, mais on dit qu'on choisit son coach, c'est-à-dire que qu'on soit d'équipe ou personnel, à un moment donné, on voit la personne, on voit si ça match. Donc ça, c'est assez, entre guillemets, facile, parce qu'on se dit, est-ce qu'on a envie de travailler avec lui, est-ce que ça fit? Comment on peut, hors supervision, parce que le sujet est complexe, mais comment on peut savoir s'il est bon? S'il est bon, c'est-à-dire s'il est bon dans sa partie, parce qu'en fait, il peut être, c'est bon, il a l'écoute, ça c'est bien, mais il y a 10 cases à cocher après. Comment on sait ça, à part les gens qui sont là parce que on se connaît, ou on se connaît par personne interposée, etc. Mais comment on sait qu'il est bon? Déjà, c'est peut-être un élément de réponse, effectivement, la recommandation des pairs. Mais est-ce que vous avez d'autres... Oui, Arnaud. Alors, nous, quand on met en place un coaching auprès d'une équipe, on met en place un service charter, puisqu'on se considère comme un service interne. Et au bout de quelques mois, on fait une service review dans laquelle on demande la voix du client. On demande au client est-ce qu'il était satisfait à la fois de l'atteinte des résultats et aussi du chemin pour y arriver. On a vu tout à l'heure que le chemin, c'est ce qu'il y a de plus important. Et donc, on demande simplement au client, à notre client interne, qu'est-ce que vous en avez pensé? Quels sont les points qu'il pourrait améliorer pour avoir cette voix du client qu'on a souvent tendance à ne pas aller chercher ou à cacher derrière des indicateurs pratiques, parce que c'est plus facile de discuter avec un fichier Excel qu'avec une personne. On peut aussi travailler la question, c'est-à-dire que être bon. Moi, je suis passé dans des missions où on me disait oh, on est content de t'avoir parce que le coach qu'on avait avant, franchement, c'était un boulet. Et je rencontrais ce même coach, parce qu'effectivement, on se connaît dans la communauté, qui me disait tiens, je t'ai remplacé dans la mission machin, où ils m'ont dit que quand même, avec toi, ça ne s'était pas très bien passé. Donc, c'est toujours des métiers de relation, c'est des métiers de contexte. Et donc, bon, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est dans un contexte donné, effectivement, est-ce qu'on amène le service attendu? Ce qui revient à dire comment on se rend capable d'évaluer le service attendu, ce qui est une question complètement agile, et ce qui aussi questionne la durée, par exemple. On se pose fortement cette question si on prend un coach agile pour 3 ans. Si on est capable de faire des cycles courts, confère Dan Medzik par exemple, où le coach agile il a une étiquette avec une durée de vie limitée dès le départ, la question est beaucoup moins importante. Parce que si ça ne fit pas, ben on travaillera avec quelqu'un d'autre. Donc c'est aussi comment on s'organise pour que cette question ait moins d'importance. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Bonjour. Alors c'est une question un petit peu naïve. Moi je suis pas coach agile, mais en entendant, je connais quand même l'agilité, et en entendant votre questionnement autour de qu'est-ce qu'un coach agile, j'aimerais avoir votre point de vue sur plusieurs choses. C'est une application de méthode. Par exemple, il y a quelqu'un ici, je crois, qui est spécialisé dans SAFe. Donc, est-ce que c'est une capacité à appliquer une méthode avec de la bienveillance et une personnalité qui nous est propre? Est-ce qu'il y a une part aussi de psychologie? Et quand on dit un coach agile, est-ce que c'est quelqu'un aussi qui doit s'intéresser à la PNL,
à la partie leadership, à la communication non violente? Est-ce que ça, c'est des choses qui viennent renforcer ce rôle de coach agile? Est-ce qu'on pourrait aussi qualifier les gens et leur seniorité par une espèce d'intérêt ou même peut-être des certifications sur d'autres sujets qui ont plus rapport à la psychologie, à l'humain, etc. Vous connaissez Anne-Sophie? Parce que là, on dirait que vous avez taillé la question sur mesure. Je lui donne la parole, du coup. Je laisserai mes camarades répondre sur les frameworks. C'est vrai que moi, en l'occurrence, je coche un peu toutes les cases que tu évoques. Je me permets de te tutoyer, puisque du coup, je suis SPC, donc ça veut dire je forme des gens sur SAFe. Donc oui, j'applique le framework. Je me plais à croire non sans intelligence, c'est-à-dire que SAFe jouit encore d'une mauvaise réputation qui, je pense, est aussi due à une incompréhension sur le framework, puisque un outil, on peut en faire tout et n'importe quoi. Un stylo, je peux écrire avec, mais je peux aussi te shooter dans la carotide et ça va moins bien se passer. Donc en fait, SAFe, le but de SAFe, c'est qu'aujourd'hui, quand on le fait avec intelligence, en sachant piocher au bon moment les outils de SAFe au regard de la courbe du changement du client, SAFe est un framework que moi j'ai vu apporter des preuves de son efficacité. Ça, c'est le premier axe. Après, moi personnellement, j'ai souhaité compléter ça en effet en étant praticienne en PNL, en passant des certifs en analyse transactionnelle, parce que je me sentais limitée uniquement avec la méthodologie agile. Mais c'est un parcours très personnel. Ça peut être une voie pour certaines personnes, on y reviendra, mais qui pourraient se sentir peut-être à un moment limitées, mais ce n'est pas la seule. Voilà, moi, ça a été en tout cas mon approche, de me dire, les méthodos, c'est bien, mais à un moment, c'est agnostique le coaching. Hein. Tu peux faire du waterfall très bien si, d'un point de vue humain, ça se passe bien aussi. Je dirais même, peu importe toutes les méthodologies de la Terre, si l'humain n'y est pas, si tu n'as pas une compréhension de ce qui se passe en termes de dynamique de groupe, en termes de délégation, en termes de relations humaines, de transactions humaines, tu passes à côté de ton sujet, même si tu es SPC, SPCT, tout ce que tu veux. Est-ce que vous souhaitez réagir, messieurs ? Ouais, un mot rapidement. Effectivement, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Après, quand on parle d'agilité ou de culture agile, enfin, l'être et le faire n'ont le sens qu'ensemble. C'est-à-dire qu'on ne peut lier que les deux. Enfin, les deux sont intimement liés. Sans l'être, pas de faire, et sans le faire, c'est difficile d'aller plus loin. Donc l'être et le faire de l'agile vont ensemble, vont de pair. Et par rapport à votre question sur se spécialiser sur certains domaines, tout à l'heure je parlais de ce nouveau métier et de la capacité que le coach agile a de conjuguer différentes postures. Et pour chacune de ces postures, l'idée c'est d'amplifier finalement sa connaissance, son savoir-faire. Tu parlais de coaching, on peut effectivement développer sa posture de coach pro, avec des certifs, avec des formations, de la PNL. Moi, j'ai fait du coaching génératif, j'ai fait HEC par exemple, qui donne vraiment les bases pour le coaching pro. Et en même temps, on peut aussi aller chercher des outils de facilitation, aller aussi du côté du conseil. Donc, et c'est cette capacité qu'on aura finalement à conjuguer toutes les postures pour le bénéfice de nos clients qui va faire notre richesse. Et après, encore une fois, spécialité, domaine de spécialité. Et ça, j'y crois beaucoup. On peut se spécialiser sur un domaine particulier, sur de la tech. Et moi, je crois aussi beaucoup quand même aux coachs de la tech. Encore une fois, il y a quand même de la place pour beaucoup. Et on peut pas forcément s'intéresser au change organisationnel ou côté produit, et vraiment être focus sur la maîtrise de la tech et utiliser sa posture de consultant, sa posture de mentor sur ce domaine tech. Donc je pense qu'effectivement, viser la complétude sur ces postures et viser une certaine spécialisation sur ces trois domaines qui me semblent assez importants et qui peuvent constituer l'avenir du coaching. Parfait, j'ai même la transition. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, je vois une dernière. J'en prends une dernière et après on les fera au fur et à mesure. Ok, oui. Alors justement, j'avais une question là-dessus, parce que moi, par exemple, j'estime mon besoin, j'inclus la supervision et les intervisions, mais disons d'apprentissage, puisque l'intervision et les supervisions sont pour moi une forme d'apprentissage. Mon besoin en tout, entre 20 et 30 jours par an, pour me former, pour apprendre, etc. etc. Et j'ai l'impression en fait qu'il y a une certaine inégalité entre un coach interne, un coach salarié, avec un coach du coup indépendant qui a un peu plus de liberté pour ça. Et donc du coup, je veux savoir en fait qu'est-ce que vous pensez de cette... Est-ce que c'est une dichotomie en fait que vous percevez? Est-ce que pour Arnaud qui travaille chez Airbus, est-ce que tu octroies 20 à 30 jours par an de formation à tes coachs internes? Beaucoup plus que ça, parce que un des préceptes agiles, c'est le learn by doing, et donc je considère que mes coachs apprennent autant quand ils sont en coaching que quand ils sont en classroom à faire des formations. Néanmoins, il n'y a pas une seule agilité.
Il y a l'agilité, il y a le mindset, la conduite du changement. Il y a des skills qui sont des hard skills. On parle de MBSE, on parle de DevOps, on parle de CI/CD. Tout ça, c'est des hard skills qui sont liés au métier, au développement de produits. Et on parle de soft skills avec l'accompagnement de personnes qui sont parfois en crise, etc. Donc un coach agile doit se former et s'informer pour enrichir sa boîte à outils en permanence. Il doit toujours avoir, je dis, 2 ans d'avance sur la maturité de l'entreprise qui l'accompagne, parce que plus on a des outils dans sa boîte à outils, plus on sera capable de faire face et de dire, bon, sur cette situation, voilà ce que je vais mettre en œuvre. Donc oui, en interne, en tout cas dans mon équipe, je leur donne beaucoup de jours de formation. Oui, il y a encore une question, c'est ça? Ouais, tout à l'heure. Je vous garde en tête et vous aurez la primeur tout à l'heure. Je vous annonce que je vais improviser parce qu'on a pas mal abordé déjà la 3e partie. Et je vais essayer de partir de ce qui a été avancé. Arnaud, justement, là, vous parliez de votre équipe de coach interne, de formation. Comment aussi s'assurer que les coachs internes restent ancrés avec le terrain, restent au goût du jour? Alors, ancrés avec le terrain, ils le sont forcément parce qu'ils sont tout le temps sur le terrain. Donc, on est en open space et je ne les vois jamais, sauf quand ils ne sont pas avec une de leurs équipes qu'ils accompagnent. Mais c'est vrai que sur le long terme, on est en train de mettre en place avec les ressources humaines de Airbus Defence and Space un système de career path, de Agile Career Path, dans lequel non seulement on promeut les rôles d'agilistes, donc Scrum Master, RTE, STE ou autres dénominations selon les frameworks, mais aussi les passerelles entre ces différentes carrières. Donc pour moi, je trouve ça à peu près logique qu'un coach agile, au bout de 4-5 ans, sorte un peu de la tour d'ivoire ou de l'effet silo qui peut arriver et prenne un rôle de RTE, de STE, de Product Manager, selon ses appétences, et inversement, c'est-à-dire qu'on puisse créer des tournus et un peu proposer d'autres plans de carrière que le plan de carrière vertical, où si on est bon, on est forcé de devenir un méchant manager, ou au pire, un project manager. Donc je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'avenir à créer ces passerelles-là et à s'enrichir entre le faire et le conseiller. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que Anne-Sophie, dans une posture différente, tu avais une démarche qui était assez similaire, de naviguer entre des postures, tu peux me dire non, hein, tu as le droit, naviguer entre des postures où tu vas manager des grands projets et des moments où tu vas remettre les mains dans le cambouis, dans le faire, quitte à parfois à prendre des postes de Scrum Master et ce genre de choses. Oui, carrément. Déjà, en tant que personne qui vient pour mettre du safe en place, je m'estime consultante, je ne m'estime pas coach. Donc déjà, il y a cet aspect consultant quand on parle de safe, il y a l'aspect en effet coaching pro, mais moi personnellement, c'est vrai que j'aime bien retourner aussi sur le terrain. Déjà, je suis toujours sur le terrain, je suis toujours en mission, mais pas toujours à faire du coaching de manager. Il y a des moments où en effet, et c'est encore très personnel, je trouve que c'est bien aussi de retourner vivre le quotidien des individus qu'on est censé après accompagner sans être tout le temps au contact avec elles, parce qu'on parle au manager, on parle au responsable de la Digital Factory. Donc à un moment, c'est bien aussi d'animer, juste d'être le Scrum Master de ces équipes pour se souvenir aussi de ce que c'est que le quotidien des gens et leurs difficultés. Voilà, c'est un axe. Très bien. On avait parlé aussi supervision tout à l'heure, Christophe. Là, on disait retourner sur le terrain. Il y a aussi la nécessité de prendre la hauteur sur sa pratique. Christophe, tu développes beaucoup cette pratique de supervision. Est-ce que tu peux nous en parler? Pourquoi c'est important, en fait, cette supervision? Ça peut être une réponse à la question d'Alexis tout à l'heure, c'est-à-dire comment est-ce que j'apprends? Comment est-ce que j'entretiens ma professionnalité? Puisque, comme on l'a dit, le métier évolue, tu disais il faut être en avance. Donc on peut faire la formation, mais la formation ne fait pas le lien forcément avec le terrain, on sait que c'est difficile. Et donc la supervision, c'est effectivement, parmi d'autres dispositifs, un moyen de faire le lien avec le terrain, c'est-à-dire d'apprendre à partir de ce que je vis. Et d'apprendre, au lieu de subir les difficultés, parce que, on va faire un petit sondage, là, qui en tant qu'agiliste, au sens large, n'a jamais rencontré de difficultés sur le terrain? Donc il y a un domaine d'apprentissage énorme. Et en tant qu'agiliste, en plus, on connaît ça, on connaît les rétrospectives, on connaît l'amélioration continue, donc c'est s'appliquer à soi-même
ces pratiques-là en se servant de ce qu'on vit au quotidien pour voir aussi s'interroger soi-même et prendre sa part aussi de responsabilité dans ce qui se passe. C'est-à-dire non pas je sais comment changer les autres, je sais comment consulter auprès des équipes, mais moi-même comment je change aussi à travers ça et qu'est-ce que j'apprends au fur et à mesure de ma pratique. C'est ça pour moi la supervision. Très bien. Oui, alors, nous, on n'a pas mis en place de supervision, mais je le regrette. Je pense que ce sera, dès que les budgets vont se réouvrir, on va pouvoir se contacter. Par contre, ce qu'on a mis en place, c'est des séances de codev, donc, où les coachs viennent exposer leurs difficultés et d'autres proposent des différentes pistes de solutions. Et de même, les coachs ont mis en place du pair coaching, donc sur des missions difficiles ou plutôt à l'échelle. Ils n'y vont pas tout seuls, ils y vont à deux. Ça donne une opportunité d'échanger, ça donne une opportunité de sortir un petit peu des équipes avec lesquelles on a l'habitude de travailler. Et puis chez Airbus, on a quand même la notion interculturelle. Hein. En Allemagne, on ne coach pas de la même manière qu'en Espagne ou en France ou en UK. Et donc ces éléments-là, le pair coaching, le codev, permettent de s'appliquer à nous-mêmes ce qu'on prêche. Et également, tous les trimestres, on a notre quarterly workshop de 3 jours. Donc, j'insiste pour qu'il soit maintenu. Ils y sont d'ailleurs en ce moment, sans moi. Et dans lequel on fait une rétrospective de comment s'est passé le trimestre, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux dans le prochain pour pouvoir planifier et adapter notre roadmap de coaching en fonction. Et je rebondis sur tout ça, Jean-Claude, parce que tu parles beaucoup aussi il y a de la place pour tous les coachs finalement, qui soient hyper spécialisés tech ou généralistes. Et là, ce que j'entends, c'est aussi justement cette capacité, quelle que soit sa spécialité, d'aller chercher le regard de l'autre pour progresser, etc. Donc, est-ce que tu veux réagir à tout ce qui a été dit et puis compléter peut-être justement par le fait qu'il y a de la place pour plusieurs coachs, plusieurs types de coachs aujourd'hui? Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. La supervision, je pense que c'est un élément clé pour nous, coach agile, que la plupart ne font pas d'ailleurs, c'est assez intéressant aussi, mais je pense que c'est nécessaire. Je rebondis aussi sur la nécessité de mettre de la conscience sur ce qu'on fait aussi. C'est un côté, alors il y a le regard de l'autre, certes, et après il y a le regard sur soi, sur sa pratique. Et pratiquer ne suffit pas, l'expérience ne suffit pas. À un moment, il faut juste mettre de la conscience sur ce qu'on a fait. Et là, on peut apprendre. Après, oui, la curiosité, et je rebondis sur ce que tu disais, sur l'apprentissage avec les autres coachs. Moi, les moments sur les 10-15 dernières années où j'ai le plus appris, c'était au contact d'autres coachs. Alors, on est indépendant, mais finalement, sur les missions, on ne bosse jamais tout seul. Moi, les moments où j'ai le plus appris, je pense que c'est avec des coachs qui n'avaient pas forcément le même profil que moi, qui n'avaient pas forcément la même personnalité, mais qui m'ont vraiment enrichi. Et puis après, voilà, on s'est enrichi mutuellement. Donc, c'est avec des gens comme Guillaume Duquesnet ou avec d'autres, où on n'avait pas forcément le même cadre de référence. Mais finalement, on a appris l'un de l'autre et on a beaucoup. Donc le côté binôme marche bien. Et donc sur quasiment toutes les missions, j'ai toujours travaillé à 2, à 3. Et c'est là finalement que je me suis enrichi le plus. Par rapport à ça, je peux partager aussi une expérience que j'avais trouvée super apprenante, mais dans un contexte très difficile. C'était avec Koussaï il y a quelques années. Dans une entreprise, on était en binôme, un coach agile, un coach interne. Et on intervenait tous les deux auprès d'une équipe. C'est un contexte très difficile, mais justement, c'était effectivement un facteur qui permettait d'apprendre ensemble et de connaître mieux la réalité du terrain et pour le coach interne de monter en compétences, puisque c'était les coachs débutants la plupart du cas. Ce que j'entends, c'est que finalement, l'avenir du coaching, il est collectif. On entend supervision, se mettre ensemble pour négocier les tarifs, pour justement apprendre en binôme. On est loin, finalement, pour reprendre l'image du Far West, du cow-boy solitaire. Et finalement, cet avenir, il est peut-être collectif. Je pose ça là et surtout, je vais vous poser la question à chacun, à tour de rôle, rapidement. Pour vous, c'est quoi votre next step pour l'avenir du coaching? Qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre individuellement ou pour le collectif pour ce métier? Micro. C'est difficile, je vais te dire, réponse courte. Non, le travail ensemble, pour moi, le travail ensemble est le moteur même de la culture agile. Donc, effectivement, mettre plus de collectifs, mais plus de travail ensemble dans notre communauté, ça pourrait être intéressant. Alors, il y a déjà beaucoup de choses qui se font, notamment à Agile en scène et d'autres choses. Mais encore une fois, aller un cran plus loin, peut-être. L'engagement n'est pas si simple parce que, alors oui, travail ensemble. Maintenant, on est beaucoup d'indépendants, on a aussi beaucoup de choses à faire de chacun de notre côté. Donc, c'est pas si simple que ça, mais j'aurais tendance à dire, ouais, le travail ensemble au niveau de la communauté et de la place pour tous, parce qu'encore une fois, dès lors qu'on travaille dans une transformation agile, on va taper les métiers, on va attaquer le métier de l'entreprise.
tous les profils sont utiles. C'est-à-dire qu'on a besoin, encore une fois, je reviens là-dessus, de tech, de gens qui vont attaquer le métier d'entreprise ou un axe produit, qui vont attaquer la partie de change. Donc il y a de la place pour différents profils de coach agile. Donc ça va se jouer au travail, du travail ensemble de ces différents profils pour, encore une fois, pour la valeur, enfin de la valeur pour les clients et pour les employés aussi. Donc le travail ensemble, en résumé. Pour moi, la prochaine étape, c'est de respecter ce ratio 60-40, donc 60% de coach interne, 40% de coach externe, avec une difficulté, et là je me rends compte qu'il y a beaucoup d'indépendants dans la salle, c'est que nous, on est soumis aux règles des marchés publics et on a un problème de référencement. C'est-à-dire que si je veux envoyer une offre de mission à mes 3 collègues ici, je ne peux pas, parce qu'ils ne sont pas référencés auprès de nos systèmes de procurement. Donc, un de mes prochains chantiers, ça va être de déverrouiller notre process de procurement et de faire en sorte qu'on puisse recruter les bons coachs pour les bonnes choses. Moi, de mon côté, c'est un peu la reliance d'Edgar Morin. Il y a quelques années, j'ai commencé à parler d'analyse transactionnelle avec de l'agilité. Déjà, on s'est demandé si je n'avais pas trouvé la cocaïne qui était chez Publicis sur les champs. Et là, en l'occurrence, je vais un peu plus loin, puisque du coup, mon sujet actuel, qui a plus d'1 an maintenant, mais qui est tombé à point nommé avec le Covid, et donc le flex office, le télétravail, c'est de faire le lien entre les frontières qui existent en analyse transactionnelle et qui en fait sont des frontières invisibles. On est tous soumis à des frontières invisibles quand on parle de membership, de leadership, en dynamique de groupe. Et la next step, c'est de mettre en perspective ces frontières invisibles avec l'aménagement de l'espace par l'architecture. Et donc, c'est un sujet dont je vais parler à la fin du mois avec mon conjoint, qui est architecte. Et je pense qu'en effet, jouer sur l'aménagement spatial de la bonne manière à l'heure du télétravail, c'est un move intéressant. Peut-être 3 choses de mon côté. Le premier, enfin les 2 premiers, c'est continuer des choses. Donc, déjà, pour moi, il y a Jean-Claude parlait de ce diptyque être et faire, mais pour moi, il y a penser aussi, et donc il y a pensée complexe. Donc, c'est d'amener encore plus cette manière de regarder les choses dans la communauté agile au sens large, c'est-à-dire coach agile, mais aussi client. Donc ça, c'est un boulot de fond depuis quelques années déjà. Deuxième chose, c'est effectivement développer la supervision, parce que je crois que c'est le moyen d'aider à augmenter à la fois la qualité des prestations et le bien-être des intervenants. Et la troisième chose, et j'étais très content d'assister tout à l'heure à ta session qui disait que le coaching, ça se joue essentiellement au début et à la fin. Je pense que là, il y a un travail technique à faire, très important, et sur ce qu'on appelle en coaching traditionnel ou en thérapie, le mandat, et sur la circulation des mandats, c'est-à-dire sur ces notions d'expertise, on est expert de quoi, et quel est le mandat qui nous est donné par le client, et d'avoir cet espace de co-construction, de co-élaboration du mandat. Et ça, c'est un travail à faire avec les clients, c'est-à-dire qu'on ait cette possibilité aussi en termes de temps. C'est-à-dire que si le mandat il est déjà imposé, si la solution est déjà imposée avant qu'on commence, ce n'est pas du coaching, c'est autre chose. Très bien, merci d'avoir joué le jeu de ce succinctement qui n'était pas évident. Le but, c'était de donner la parole aux questions dans la salle. Farida, juste avant les questions, est-ce que tu peux m'indiquer combien de temps il nous reste ? C'est terminé déjà. Oh là là, c'est rude. Est-ce qu'on a le temps de prendre... On a le temps de prendre une question ? Alors, il y avait une question dans la salle tout à l'heure, je crois. Tu en as une ? D'accord. Ok, alors vas-y, je t'écoute. Je voulais juste préciser que la session qu'évoque Christophe, c'est celle de Najat et Touman qui a eu lieu tout à l'heure pour les gens qui sont à distance. Voilà, comme ça c'est fait. Une question en lien avec l'avenir de l'agilité. En fait, Cyril souhaitait avoir votre opinion sur la dynamique de rachat des entreprises historiques du secteur de l'agilité. Il nomme Xebia, Octo, Binext, par des grosses ESN. N'y a-t-il pas un risque de revenir à des approches ou pratiques que l'agilité dénonçait, à savoir vendre des frameworks, des pratiques ou des outils pas toujours adaptés, une batterie de coach, des certifs, etc., etc. Vous avez 30 secondes. Qui se lance ? Qui est prêt à se lancer ? Moi, je me méfie toujours des conglomérats. Avant, je faisais l'achat des outils pour mon ancienne entreprise et j'ai jamais été convaincu qu'un HP ou un IBM pouvait être bon dans tout. Donc, je mets en garde toutes ces entreprises qui se rachètent les uns les autres parce que
à vouloir être bon dans tout, on devient mauvais en tout. Donc, c'est aussi l'occasion d'aborder peut-être une facette qu'on n'a pas encore éclairée. Je discutais pas mal aujourd'hui avec différentes personnes et une question que je pose souvent, moi, mon indicateur d'agilité d'entreprise, c'est est-ce que votre sponsor, c'est la DSI ou c'est hors DSI? Et je pense que ça, c'est un des enjeux du futur et qui peut justement changer cette donne-là. C'est-à-dire qu'on peut laisser les ESN se racheter les unes les autres, mais à un moment donné, est-ce que ça peut devenir un enjeu d'entreprise? Et il y a d'autres acteurs à ce moment-là. Et voilà, donc c'est aussi une dimension, je pense, d'évolution, puisqu'on parle du futur. C'est l'agilité, ce n'est pas qu'à la DSI, bien au contraire. Oui, d'accord. Du coup, oui, moi je viens de Xebia, donc forcément on a été racheté par Publicis Sapient. France, maintenant, est-ce que nous sommes toujours Xebia? La réponse est non. Est-ce que pour autant, ce que nous sommes aujourd'hui est à jeter à la poubelle? Je pense que la réponse est non, sinon j'y serais plus. Je pense que ce qui fait une entreprise, c'est d'abord les individus. Et donc à partir du moment où mes collègues restent des personnes de qualité, moi je reste dans le game. Donc voilà, il ne faut pas jeter le bébé et l'eau du bain. On travaille avec des humains, des individus, on ne travaille pas avec une marque. Voilà. Très bien. Merci beaucoup pour ce mot de la fin. Ça reste. J'ai une dernière Ah, question. encore une. Ah, super. J'ai une dernière question. Nous t'écoutons. Alors déjà, merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit. Vous avez dit énormément de choses. Le coaching agile, c'est un métier qui évolue. C'est intéressant de se spécialiser. C'est intéressant aussi d'aller faire plein de choses qu'on ne connaît pas. C'est important de se faire superviser. Vous avez dit plein de choses. Mais si vous deviez dire une ou deux choses à un coach agile, les plus importants, ce serait quoi? Donc chacun un mot. Ouais, voilà. Elle est encore plus dure que moi. Un ou deux. Elle est encore plus dure que moi. Moi, je lui dirais incarne la culture agile. C'est plus qu'un mot, mais. N'oubliez pas que l'agilité n'est pas une solution, c'est un moyen d'arriver quelque part. Pas d'injonction, sois heureux, la vie est trop courte. Non, en général, moi, la question que je pose le plus souvent, et Koussa peut en témoigner aussi, parce que c'est comme ça qu'on m'appelle des fois, c'est pourquoi? C'est vrai, c'est vrai. Merci à tous. Merci à tous pour les questions, pour vous être jetés dans l'arène. Et encore merci aux intervenants, ils n'avaient pas un créneau facile. Vous pouvez encore les applaudir.